Alors, bienvenue dans ce cours de chimie. Alors, pour commencer ce cours de 4e, on va passer par un petit peu quelques points de rappel. Alors, d'abord, concernant la classification de la matière. Alors, on va prendre la différence entre des mélanges, un mélange homogène et un mélange hétérogène. Alors, un mélange, déjà, c'est quand on a plusieurs substances ensemble dans un même contenant. Et donc, un mélange hétérogène, c'est un mélange qui laisse voir ou apparaître deux phases minimum différentes. Et donc, ça veut dire que on distingue les différents constituants du mélange. Alors, un mélange homogène, cette fois, c'est un mélange qui, quand on l'observe, eh bien, on ne va voir qu'une seule phase, une unique phase, dans le contenant. Donc, en gros, on ne peut pas distinguer les différents constituants du mélange. Alors, comme exemple, eh bien, on a ici le café, le coca, le verre de grenadine, toutes les solutions, beaucoup de solutions qu'on boit, ben voilà, le coca, le jus d'orange, le Fanta, tout ça, ça va être des solutions qui sont homogènes. On ne peut pas distinguer les différents constituants qu'il y a dedans. Alors que ici, par exemple, eh bien l'exemple le plus facile, le plus bateau, c'est le mélange d'eau et d'huile. L'huile vient flotter au-dessus de l'eau car elle est moins dense. Et donc on distingue bien les deux constituants. Alors un corps pur et un mélange. Ben, un mélange, du coup, c'est un ensemble, ou quelque chose qui est constitué de plusieurs types de molécules. Alors plusieurs, moi j'abrège ça avec un plus et un S. Plusieurs types de molécules. Exemple, eh bien, si on reparle du coca par exemple, dans la bouteille de coca, on a de l'eau, on a des colorants, on a du sucre, on a de l'acide. Tout ça, ce sont des molécules qui sont différentes et qui constituent un même mélange. Un corps pur maintenant, c'est quelque chose qui est constitué d'un seul type de molécule. Alors exemple, eh bien, une bouteille d'huile. Dans une bouteille d'huile, on n'a qu'un seul type de molécule. Votre gourde avec de l'eau dedans, c'est un seul type de molécule, c'est de l'H2O, en considérant que cette eau est pure, ce qui n'est pas vraiment le cas vu qu'on a plein de minéraux, mais on va considérer qu'on boit de l'eau pure, eh bien c'est un corps pur. Donc on a un seul type de molécule. Et ensuite, ces corps purs se différencient encore en corps purs simples et corps purs composés. Alors un corps pur simple, il est composé d'un seul type de molécule et ces molécules sont composées d'un seul type d'atome. Exemple, l'oxygène que vous respirez, O2. Tandis que le corps pur composé, lui, eh bien, il est composé de plusieurs types d'atomes. Exemple, l'H2O. Eh bien, ma gourde avec de l'eau pure, c'est un corps pur et qui est composé parce qu'il il contient deux types d'atomes différents. Par contre, l'oxygène qu'on peut respirer, eh bien lui, c'est un corps pur simple. Alors, étant donné le Covid et le retard, etc., que vous avez, on ne va pas passer au point B maintenant. Donc, on va sauter ce point B et on va passer au modèle de bord et à la configuration électronique. Donc, je vous rappelle qu'un atome, c'est constitué d'un noyau autour duquel on a un certain nombre d'électrons. Donc ces électrons, c'est ce qu'on appelle le nuage électronique. Et dans le noyau, on a des neutrons et un certain nombre de protons. Eh bien, le modèle de Bohr, il dit que les électrons d'un atome sont répartis en couches successives autour du noyau. Donc les électrons d'un atome, il ne faut pas de S à un atome,
sont répartis en couches successives autour de l'atome. Et donc, pour rappel, du noyau, pardon, pas de l'atome, du noyau. Pour rappel, ces couches, on les appelle K pour la première, L, M, N, O, P. Elles ont chacune un niveau d'énergie, donc K a l'énergie 1, L 2, 3, 4, 5, 6, et on peut mettre jusqu'à 2 fois N, exposant 2 électrons dessus. Alors ensuite, dans ce tableau périodique, on a tout un tas d'informations qui sont utiles. Alors, l'hydrogène, déjà, c'est un élément à part entière. À droite de ce fameux escalier, on a ce qu'on appelle les M', c'est-à-dire les non-métaux. À gauche de l'escalier, donc de ce côté-ci, hormis l'hydrogène, qui lui est à part entière, on a les métaux. Alors les métaux, ils ont tendance à perdre leurs électrons et à se transformer en cations, alors que les non-métaux vont prendre des électrons et se transformer en anions. Donc ça, c'est un anion, et ça, c'est un cation. Chose importante dans le tableau périodique, tous les éléments d'une même famille ont la même structure électronique pour la dernière couche, et c'est ce qui va définir la valence. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. La dernière colonne, la colonne 8, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles, ou inertes, ou rares. Et ce sont des éléments qui font déjà l'octet parce qu'ils ont 8 électrons sur leur dernière couche, donc ils ont une valence qui est égale à 0. Ces éléments ne réagissent pas quand on les met avec d'autres éléments chimiques. Alors, de la même façon que vous n'avez pas encore fait de réaction chimique l'année passée, on va passer ces deux exercices-là, on reviendra dessus plus tard. Et on va passer à un point très important, du coup, qui est ce qui va justifier la valence des éléments chimiques dans le tableau périodique. Alors les éléments chimiques, ils vont respecter la règle de l'octet. La règle de l'octet, rappelez-vous, c'est que dans les réactions chimiques et dans une molécule, les atomes vont échanger des électrons de façon à obtenir 8 électrons sur leur couche valentielle. La couche valentielle, c'est leur dernière couche. Donc ça, c'est la dernière couche électronique, c'est ce qu'on appelle la couche valentielle. Donc, pour faire ça, eh bien, ils vont utiliser le chemin le plus court. Et donc, pour pouvoir faire l'octet, eh bien, leur octet va dépendre de ce qu'ils ont déjà sur leur dernière couche. Alors, dans la première colonne, on a un électron sur la dernière couche. Dans la deuxième, on en a 2. Dans la troisième, on en a 3. Dans la quatrième, on en a 4. Cinquième, 5. Sixième, 6. Septième, 7. Et dans la huitième, on a 8 électrons sur leur dernière couche. Pour faire l'octet, il va donc falloir vider ou remplir la dernière couche. Donc rappelez-vous, si on prend par exemple l'atome de sodium qui a 11 électrons, son remplissage électronique c'est K2, L8, M1. Et donc si j'enlève le dernier électron sur la couche M, je me retrouve bien avec une couche pleine avec 8 électrons. Donc, pour pouvoir faire l'octet, les éléments dans la première colonne vont perdre un électron. Les éléments dans la deuxième vont en perdre 2, dans la troisième vont en perdre 3. Dans la quatrième, le chemin le plus court, c'est soit d'en prendre, soit d'en donner. Donc, c'est plus ou moins 4 électrons. Dans la colonne 5, c'est plus 3 électrons. Dans la colonne 6, c'est plus 2, plus 1 dans la colonne 7, et rien du tout dans la colonne 8, vu qu'ils en ont déjà 8. Ce qui veut dire que pour les 3 premières colonnes, on va former des métaux qui sont positifs, qu'on appelle des cations, car ils perdent des électrons. Alors que dans les 3 dernières colonnes, hormis la 8, on va former des non-métaux qui sont négatifs, qu'on appelle des anions. Dans la 8, on ne forme rien du tout, vu qu'il n'y a pas de réaction. Et dans la colonne 4, eh bien, cela va dépendre de l'élément avec lequel vous êtes lié. Exemple, le carbone. Il peut se lier avec tout plein d'éléments, forcément. Et on va prendre comme exemple le CO2 ou le CH4. Et bien dans le CO2,
Si on regarde l'électronégativité qu'on va rappeler juste après, l'électronégativité du C et du O, eh bien le O a une plus grande électronégativité que le C. Alors que dans CH4, le C a une plus grande électronégativité que le H. Ça veut donc dire que le C, dans le CO2, l'oxygène est plus fort que le carbone, donc c'est lui qui va prendre ces électrons. On a donc formation d'un carbone qui va devenir positif, et donc qui forme un cation. Alors que dans le CH4, c'est l'inverse, le C est plus fort, donc il va prendre les électrons du H, et donc on aurait tendance à former un cation, un anion, pardon, donc un carbone, qui est chargé négativement parce qu'il a attiré les électrons. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que la liaison, on verra ça l'année prochaine, CH est plutôt covalente pure que covalente polarisée, donc en réalité, les électrons ne sont pas vraiment transférés, mais c'est juste sur le principe, pour le moment, que vous devez retenir qu'un élément de la colonne 4, eh bien, soit il va devenir positif, soit il va devenir négatif, soit il va perdre ses électrons, soit il va donner ses électrons, en fonction de l'individu avec lequel il est lié, et donc de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. On va en reparler juste à la page suivante. Étant donné qu'on perd des électrons, on va se retrouver avec une charge. Pourquoi? Parce que si on reprend notre atome de sodium, qui a donc un Z qui est égal à 11, ça veut dire que ce Z a un noyau avec, enfin cet atome de sodium avec 11 protons. Que parallèlement, il a un nuage électronique composé de plusieurs couches, mais on ne va pas dessiner plusieurs couches ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 électrons. Ça veut donc dire ici que 11 protons plus 11 électrons, c'est égal à 0. Le tout va s'annuler. Mais si maintenant, je prends un électron et que je l'envoie ailleurs, c'est-à-dire que cet électron-là disparaît. Je me retrouve du coup avec 11 protons dans le noyau, plus cette fois 10 électrons dans le nuage électronique. Ça me donne donc une charge de plus 1. Donc ça veut dire que si je perds des électrons, je vais devenir positif. Et je vais devenir positif autant de fois que j'ai perdu d'électrons. Maintenant, si à la place de perdre un électron, donc vous imaginez que ce qui est en rouge est effacé, si à la place de perdre, j'ajoute un électron ici, je me retrouve donc avec 11 protons plus 12 électrons chargés négativement, ce qui fait donc une charge moins 1. Donc si je gagne des électrons, je me retrouve avec une charge négative, moins 1. Si j'en gagne 2, moins 2. Si j'en gagne 3, moins 3. J'ai pas de charge dans la colonne 8, étant donné qu'on gagne et on ne perd pas d'électrons. Et dans la colonne 4, eh bien, on va se retrouver avec une charge de plus ou moins 4 en fonction de si on a gagné des électrons ou si on les a donnés. Pour pouvoir gagner ou donner ces électrons, il faut faire un certain nombre de liaisons. Donc, si je dois donner un électron, je vais faire une liaison, j'ai donc la valence 1. Si je dois donner 2 électrons, je vais avoir la valence 2. Si je dois en donner 3, la valence 3. 4 pour la colonne 4, 3 pour la colonne 5, 2 pour la colonne 6 et 1 pour la colonne 7. Alors l'électronégativité maintenant. L'électronégativité, c'est une valeur numérique qu'on trouve dans le tableau périodique. Alors elle est ici, numérique, et cette valeur, elle va traduire la force avec laquelle un atome attire les électrons. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand on va lier deux atomes, par exemple Na et Cl, on va regarder qui est le plus fort. Donc ici, on a le sodium qui est à 0,93, le Cl qui est à 3,5, et bien ça veut dire que c'est le Cl qui va venir chercher les électrons du sodium parce qu'il est plus fort. Donc cette électronégativité, les éléments qui sont le plus forts
qui ont l'électronégativité la plus élevée vont devenir négatifs, ils vont prendre des électrons. Donc l'élément avec la valeur la plus élevée, alors électronégativité, ça se note, c'est un espèce de qui, comme ça. La valeur d'électronégativité la plus élevée va prendre les électrons. Alors on va en reparler l'année prochaine, parce qu'on en reparlera lors des liaisons chimiques. Et donc pour le moment, voilà, ça va juste servir à savoir qui va devenir positif et donner ses électrons et qui va prendre des électrons. Alors dans ce tableau périodique, on a donc l'élément chimique, l'électronégativité, parfois on a la structure électronique, et alors on a le numéro atomique Z qui, si vous vous le rappelez, donnait le nombre d'électrons et le nombre de protons que l'atome possédait, et la masse atomique qui était le A, qui lui donnait le nombre de protons plus le nombre de neutrons que possédait l'atome. Alors maintenant, parlons du chiasme. Alors attention, donc c'est les exercices du manuel, donc il faut changer iode en chlore. Et donc maintenant, on va essayer de faire une molécule avec de l'aluminium et du chlore. Et pour faire ça, eh bien voilà, il va falloir avoir un certain raisonnement. Donc, on a l'aluminium, on a le Cl. La première chose à faire, c'est de trouver celui qui est le moins électronégatif. Parce que le moins électronégatif, il va se mettre du coup devant dans la molécule. Donc ici, si on va chercher, eh bien le moins électronégatif, c'est l'aluminium. Donc on va placer Al devant Cl. En 2, c'est d'aller chercher les valences. Alors les valences, l'aluminium est dans la colonne 3, il a la valence 3, le chlore est dans la colonne 7, il a la valence 1. Je vous rappelle que pour les valences, vous devez connaître, comprendre, utiliser votre tableau périodique pour retomber ici, là-dessus. Et enfin, en troisième lieu, on va faire le chiasme. Alors le chiasme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va croiser les valences, mettre le 3 de l'aluminium au pied du chlore et le 1 au pied de l'aluminium, sachant que les 1, on ne les écrit pas, donc ça va donner la molécule AlCl3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce chiasme? Eh bien, ce chiasme, il veut dire que dans la molécule de AlCl3, j'ai un aluminium qui a 3 électrons sur sa dernière couche, qui va être lié à 3 chlores qui ont chacun 7 électrons. Et pour pouvoir faire l'octet, eh bien l'aluminium va devoir donner un électron au chlore, un deuxième à un deuxième chlore et un troisième à un troisième chlore. De cette façon, on a bien de l'aluminium qui a donné ces 3 électrons, donc il a fait l'octet, et des chlores qui ont chacun récupéré un électron. C'est pour ça qu'on croise les valences. En fait, quand on vous dit du MgBr par exemple, quand on dit que le magnésium a la valence 2 et que le Br a la valence 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le magnésium, pour pouvoir venir à bout de ses électrons et donc vider sa couche pour pouvoir faire l'octet, il a besoin d'avoir 2 voisins. Il a donc la valence 2 parce qu'il va faire 2 liaisons. Et pourquoi est-ce qu'on le met au pied du Br? Eh bien parce que s'il a besoin de 2 voisins, eh bien il faut qu'on ait mis un Br pour qu'il le reçoive et un deuxième Br. C'est pour ça qu'on fait le chiasme. Alors que les Br, eux, ils n'ont besoin que d'un seul magnésium pour que tout le monde puisse faire l'octet. C'est pour ça que le chiasme est très important et que donc on croise bien les valences quand on écrit une molécule.